quelques mots, sont des anecdotes épiques qui content la vie rude des trappeurs dans le Groenland. C'est souvent cocasse autant que dramatique. Et ils ont choisi un certain nombre de nouvelles et ils les ont adaptées en bande dessinée. Alors je me tourne tout de suite vers nos deux auteurs. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous raconter comment est né ce projet ? Hervé, tu veux commencer ou... Non, parce que je pense que c'est toi qui Oui. es à l'instigation. En fait, Hervé et moi, on se connaît depuis de nombreuses années maintenant. On avait envie de travailler ensemble. Jusqu'à il y a quelques mois, j'étais directeur de collection des éditions Sarbacane, du pôle bande dessinée. Et j'étais un grand fan de Jörn Riel. Sarbacane travaillait avec les éditions Gaïa, qui sont les éditeurs en fait et les personnes qui gèrent les droits de Jörn Riel en France. Et donc il y a eu une occasion de tous travailler ensemble parce que je pensais que l'univers des racontards était parfait pour Hervé. Et j'ai donc proposé à Hervé qui les a lus et qui a petit à petit été pris par l'univers de Jörn Riel et a été emballé, quoi. C'est vrai, je peux pas dire le contraire. Voilà. Comment ça se passe le travail d'adaptation quand, notamment ce qui m'intéresse, quand on est deux auteurs capables de mener le découpage, quand on est deux auteurs presque complets, hein, vraiment. Donc comment fonctionne une collaboration comme ça ? Oh, c'est assez simple. Enfin, déjà, moi, j'ai la chance donc, de travailler avec Gwen, qui est lui-même dessinateur, donc il a une connaissance du découpage, voilà. Et donc, c'est son travail. En gros, lui, il me fait un squelette qui tient très très bien, et j'ai plus qu'à rajouter autour et à faire on va dire l'habillage. Bon, et du coup. Gwen vraiment part de la nouvelle, la réécrit à sa manière et en me proposant des pré-découpages que je réinterprète si c'est nécessaire. Mais après sur le fond même des histoires, peut-être que toi tu... Oui, et puis je propose un découpage précis mais écrit. Je ne fais pas un storyboard parce qu'il y a déjà l'univers de Jörn Riel qui est très fort. Il y a une mécanique qui sous-tend chaque nouvelle. Donc pour moi, l'idée, c'est de comprendre la mécanique et de la mettre en ordre pour une narration de bande dessinée. Et pour ça, je pense que c'est utile de dessiner soi-même. Parce que, comment dire, il y a une manière de raconter qui est particulière. Sinon, je pense qu'il n'y aurait pas besoin d'une personne entre Jörn Riel et un dessinateur. Finalement, je mâche le boulot d'Hervé. Je le fais à ma sauce, mais avec ma sensibilité et tout ça. Mais je pense que c'est plutôt... Je sers un peu le plat de manière à t'aider à bien raconter l'histoire derrière et à te consacrer aux problèmes de dessin et de mise en scène, voilà, pour que chacun soit bien à l'aise et mettre son énergie au bon endroit, en fait. Oui, ce qui moi me permet vraiment en plus de me consacrer vraiment au dessin et à la narration et de prendre uniquement plaisir là-dedans, parce que voilà, ce qui me passionne dans la bande dessinée, c'est ça, c'est la narration, c'est de faire bouger les personnages, quoi. Ça me fait penser à la première question, en fait, c'est que dans les motivations, il y a comment ça a commencé concrètement, mais il y a les motivations de fond pour travailler sur Jörn Riel. C'est que c'est une galerie de personnages qui est extraordinaire et je sais que quand on discutait avec Hervé, on avait une vision de la bande dessinée qui passait aussi beaucoup par le jeu d'acteurs et par les personnages et que l'humanité de ces trappeurs nous touchait énormément. Et on avait commencé à parler de certains travaux ensemble qui n'étaient pas forcément de l'adaptation, parce que c'est pas un fantasme de faire de l'adaptation, c'est que juste tout d'un coup, c'était le projet qui pouvait correspondre à tout ce qu'on avait envie de faire à ce moment-là. Donc l'idée, c'est plutôt essayer de faire un bon album plutôt que de faire une bonne adaptation. C'était pas le but à tout prix à atteindre. Alors justement, sur les personnages, c'est intéressant, c'est des personnages très complets, enfin très riches, les personnages de Riel. Et on en parlait un petit peu avant de commencer. Donc moi, je vous disais, je les avais imaginés très différents, beaucoup plus brutaux, beaucoup plus massifs. Comment vous les mettez en scène, ces personnages ? Comment vous les concevez à partir de... avec quelle grammaire graphique on construit ces personnages ? Alors déjà, il y a énormément de descriptions dans les livres de Jörn Riel. Donc,
je m'y suis tenu quand même à ces descriptions, même si parfois j'ai pris évidemment des libertés, et heureusement même, voilà. Et ensuite, eh bien, c'est à force de les dessiner, de les redessiner, d'essayer de leur trouver, voilà, alors on les construit aussi moi je fais souvent ça, c'est-à-dire que si je fais un personnage assez rond, assez volumineux, ça m'intéresse peut-être d'avoir un personnage plus élancé à côté pour pouvoir voilà, jouer sur des différences comme ça. Mais de toute façon, vu que je suis quand même assez respectueux du texte de Reel, voilà, je ne vais pas non plus m'aventurer à l'inverse de ce qu'il va mettre en place, quoi. Et de toute façon, ces personnages sont très bien campés à Reel et il n'y a pas besoin d'inventer beaucoup plus parce qu'il a déjà lui-même ce sens voilà, des différences dans les personnages, le côté Laurel et Hardy pour faire court, quoi. Et puis il y a des brutes. William Lenoir, par exemple, moi c'était l'inverse, je le voyais un petit peu plus fin et tu t'en as fait quelqu'un de très baraqué, etc. Mais c'est vrai que selon la description, selon le caractère, je pense au lieutenant Hansen qui arrive, qui débarque comme ça. C'est un type qui habite pas au Groenland et qui veut remonter une armée sur place. Et bon, il est accueilli favorablement au début parce que ça peut les intéresser d'avoir de la nouveauté, puis ils sont ouverts à ça. Et puis quand il va un petit peu trop loin, ils vont lui faire sa fête à un moment donné. Mais je pense à lui parce qu'il a une certaine rigidité. Il fallait que ça se voit dans le dessin. C'est quelqu'un de très droit comme ça. Et lui, il est assez emblématique de ce que tu as fait des personnages, c'est de retrouver leur psychologie d'un simple coup d'œil. Et c'est ce que peut apporter la bande dessinée par rapport aux nouvelles. C'est qu'on a accès directement, on en parlait aussi tout à l'heure, à l'univers dans lequel ils vivent, parce que c'est vrai et puis directement aux personnages. C'est difficile quand on ne connaît pas le Groenland d'imaginer ce que c'est que la vie des trappeurs dans les années 50 dans le nord-est du Groenland. Donc nous-mêmes, à la première lecture, on se faisait une idée qui n'était pas toujours la réalité. Donc là, ce qu'on propose aux lecteurs, c'est d'être directement dans leur univers. Ça a des avantages et des inconvénients, c'est simplement deux lectures différentes qui sont proposées. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui se substitue à l'autre, en fait. Vous y avez pensé à ça au moment de l'écriture et vous en avez tenu compte ou c'est venu a posteriori? C'est venu en cours de route, ouais. C'est venu à ce moment-là, parce que concrètement, il fallait dessiner les baraques, il fallait savoir est-ce qu'il y a de la végétation, à quelle taille, comment ça se passe à telle période de l'année dans le nord-est du Groenland. Donc il y a des questions très concrètes, immédiates, et puis il fallait les résoudre, quoi. Oui, et puis c'est sur les personnages, moi j'avais forcément cette pression de me dire, puisque là les gens vont les voir directement, autant dans la lecture des livres de Jan Reel, on s'y habitue tout doucement à ces personnages, on finit par les comprendre, il y a des fois même au début on s'embrouille un peu sur les noms, et puis au bout d'un moment on les connaît, alors que là dans la bande dessinée, voilà, les gens ils sont directement avec eux, quoi. Et du coup, moi je me disais, il faut que mes personnages soient bien campés et que je sois sûr de bien lui faire cette gueule-là à celui-là, parce que je vais le tenir après sur 147 pages, quoi, donc il ne faut pas que je me plante. Et j'avais toujours un peu cette angoisse. Il y a des personnages qui seront... ça arrive souvent même de toute façon en bande dessinée, évolue un petit peu. Voilà, qui évoluent forcément par rapport à la manière dont on va les faire bouger et jouer. Mais on s'est posé des questions avant parce que on a fait le casting avant de commencer les planches. C'est-à-dire que Hervé et moi, on cherchait les descriptions dans tous les recueils, et puis il m'a envoyé des crobards. Puis j'ai dit, ah bon, tu le vois comme ça? Moi, je le voyais un peu autrement. Vérifie. Non, je crois qu'il a un gros nez, lui. Il y a une description, page 147 du 4e recueil, etc. Donc on a eu des discussions un petit peu... Oui, puis un petit peu surréaliste pendant un moment. Jan Reel s'en mêle lui-même les pinceaux parce qu'il y a des fois, il dit qu'il y a un personnage a un gros pif et puis 4 volumes plus loin, on retrouve une description où le personnage a un nez fin. Alors, mais ça s'appelle les raconteurs. Voilà, ouais. Ça s'appelle les raconteurs. Donc ils jouent avec le vrai et le faux. Donc finalement, ils nous laissent aussi y a un espace de liberté pour notre imaginaire, parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit. Alors justement, vous avez rappelé quelque chose de primordial dans l'écriture de Reel. C'est ce jeu permanent entre le réel et le plus que réel, en fait. Il hésite toujours, il alterne entre le mythe et le terrien. Alors vous, comment vous avez traité ça tous les deux
Les histoires, faut les prendre comme si c'était vrai. Il appelle ça les raconteurs. Et en fait, l'idée, c'est que un raconteur, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Parfois, la réalité dépasse la fiction et un trappeur ne pourra pas raconter ce qu'il a vraiment vécu, c'est parce qu'il va passer pour un menteur et puis parfois il vit un petit événement, il va le gonfler. Donc finalement l'un dans l'autre ça s'équilibre et on joue le jeu avec Unreal de prendre les choses au pied de la lettre. Mais après il y a eu des réponses graphiques que Hervé a apportées avec les lavis. Hervé utilise 2 techniques de dessin justement. Alors est-ce que c'est spécifiquement pour apporter un aspect mythologique à certains événements qui sont... Oui, alors c'est pas forcément, mais il y a, en effet, je me suis servi aussi de la technique du lavis à la fois pour revenir sur des flashbacks, voilà, pour bien différencier le présent et le passé, mais je m'en suis servi aussi pour des personnages comme le personnage d'Emma, donc qui est une femme, un mythe, le mythe de la femme pour les trappeurs, puisqu'il n'y en a aucune là où ils sont, et donc cette femme qui se passe chacun l'échange à base de troc, et donc ce personnage est évidemment totalement imaginaire, mais donc ça a été assez compliqué de savoir comment, parce que évidemment l'écriture, la littérature permet de chacun pour soi de s'imaginer ce personnage. On suppose que chaque trappeur l'imagine à sa manière aussi, forcément. Et du coup, on s'est dit, mettre une image là-dessus, ça va être un peu difficile parce que du coup, c'est un peu tuer le mythe justement, quoi. Mais bon, il n'y a pas le choix, la bande dessinée, c'est ça aussi, c'est montrer, c'est d'être, pas non plus essayer d'être plus intelligent. Donc voilà, donc l'idée quand même, par contre, de lui donner ce côté un peu évanescent, c'était de la faire essentiellement au lavis, de ne pas la faire au trait comme les personnages, et de lui donner un côté comme ça un peu fantomatique, quoi. Et pouvez-vous peut-être nous parler de votre rapport spécifique à la bande dessinée? Pourquoi ce langage-là vous est venu? Est-ce que vous savez pourquoi? Moi, c'était... en fait, quand on est petit, moi je lisais beaucoup de bandes dessinées, j'écrivais, je dessinais, je jouais, et tout ça était mêlé, je ne voyais pas de différence. Donc je suis passé très facilement du jeu au dessin et à raconter des histoires en dessin, et puis j'ai pas arrêté. Et j'étais assez introverti, donc c'était un monde assez intime que je pouvais maîtriser et ensuite proposer. Donc c'était quand on joue tout seul, après on peut plus proposer aux autres de jouer avec eux. Il faut qu'ils soient dans la chambre en même temps que nous. Et là, finalement, c'est un monde intime qui nous ressemble, mais qu'on peut partager dans un deuxième temps. Et je crois que le fait de pouvoir écrire et dessiner, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Et la bande dessinée permet ça, quoi. De toute façon, tout ça est forcément lié à l'enfant. Ça a une forme aussi. Je crois qu'il faut parfois beaucoup s'ennuyer aussi pour et finalement aimer dessiner, se retrouver seul avec soi-même, comme on dit. Et tout ça, c'est pareil. Moi, la bande dessinée, voilà, ça vient de ça, de certainement une forme de solitude et puis de plaisir de rentrer dans des univers et d'essayer d'exprimer ça. Et puis quand on est môme, qu'on n'est pas forcément très doué à l'école, mais que d'un coup, en dessinant, les gens s'intéressent à nous, je pense que moi j'ai dû m'accrocher à ce truc-là en me disant tiens, ça va peut-être marcher ça. Donc voilà, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. Avec plaisir. Merci.